Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce webinaire, donc organisé en liaison avec un assureur et 3 maisons de gestion. Je me présente, je m'appelle Yves Brutin, je suis directeur du comité éditorial de Patrimoine 24. Et donc, je vais laisser la parole dans l'ordre à Emmanuela Pileux, qui est responsable des partenariats d'Intential Patrimoine, qui va nous parler de Lyon, le siège social du groupe Apicil, qui est, comme chacun sait, la maison mère d'Intential. Ensuite, Amine Zeglache, qui lui nous parlera de Nantes. Amine nous présentera 2 produits de Groupama Asset Management. Groupama Asset Management, c'est bien évidemment la filiale, la maison de gestion filiale du groupe Groupama. Et Amine fera un focus sur son produit Groupama Avenir Euro, qui est évidemment référencé chez Intential. Ensuite, pour 10 minutes également, Constance Védy, responsable partenariat de Swiss Life Asset Management, qui évidemment n'est pas la filiale de Groupama, mais la filiale maison de gestion du groupe Swiss Life. Et enfin, pour terminer, Paul-Édouard Falk, responsable partenariat de NextEdge AM. NextEdge est une société de capital investissement qui a été montée il y a de nombreuses années, qu'il vous décrira, et qui est lui aussi, NextEdge, référencée chez Intential, et qui a été des précurseurs dans le référencement en unité de compte dans différentes compagnies d'assurance, et qui est la seule société de gestion référencée dans la plupart des compagnies d'assurance. Donc, tout de suite, Emmanuela, s'il te plaît, si tu peux nous faire un point pendant 10 minutes sur les actualités depuis le début d'année d'Intential Patrimoine, l'activité, une brève présentation évidemment d'Intential, même si tout le monde connaît le dynamisme de cette filiale d'Apicil. Emmanuela, à toi. Donc, bonjour à toutes et tous, donc Emmanuela, responsable des partenariats sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma présentation va se dérouler en 3 temps. La première, on va faire un point sur le groupe Apicil, les chiffres clés, ainsi que l'organisation d'Intential. Ensuite, je ferai 3 focus et je finirai avec le digital, puisque c'est d'actualité avec ce que nous vivons aujourd'hui en confinement. Donc, pour débuter, le groupe Apicil, c'est un groupe paritaire et mutualiste. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Un groupe paritaire et mutualiste qui existe depuis 80 ans. La présence du groupe Apicil se fait sur les activités de santé-prévoyance, mais également sur les activités d'épargne et d'asset management. Nous gérons actuellement plus de 20 milliards d'euros, dont 18 sur l'activité épargne. Croissance des encours qui est liée notamment à l'intégration dans notre giron de la compagnie d'assurance vie One Life qui est située à Luxembourg. Et ce qui a valu notamment l'augmentation de notre résultat net entre 2018 et 2019, mais également de notre chiffre d'affaires. Point important, nous avons communiqué très récemment notre ratio de solvabilité de décembre 2019, à savoir 203%, donc c'est un ratio qui est meilleur que celui de 2018. Et également, sujet d'actualité, nous avons un fort engagement auprès des aides sociales et du mécénat. Et donc, nous avons investi en 2019 17 millions d'euros. Et ce sera encore le cas en 2020, puisque nous nous sommes engagés de manière importante auprès des hospices de Lyon, notamment liés au sujet d'actualité que le Covid, donc pour les aider sur les soins apportés auprès des personnes touchées. Sur l'activité d'Intential Patrimoine, et ça a été une activité qui a été très dense sur 2019, nous avons une collecte record de 900 millions d'euros. Cette collecte est notamment liée à 2 points importants. Le premier, il s'agit du succès que nous avons rencontré auprès des personnes morales, puisque nous avons des solutions en contrat de capitalisation, mais également en compte titre. Donc, il y a eu un fort engouement sur le placement de trésorerie d'entreprise et également un engouement qui a été fait sur le contrat Intential Libéralis Retraite. Donc, c'est un contrat qui est sorti le 1er octobre 2019. Donc, nous avons été précurseurs sur le lancement de ce contrat. Un contrat qui a été très rapidement, fortement digitalisé et qui a permis une collecte de plus de 30 millions d'euros avec 2400 contrats environ. Donc, un vrai succès sur 2019. Et donc, pour donner un petit point sur 2020, on est toujours sur un bon trend de collecte. Donc, il est vrai que sur les premiers jours, la deuxième quinzaine de mars,
Les affaires qui se sont conclues sont celles qui étaient déjà engagées par nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, mais nous continuons tout de même à avoir une activité intense, qu'il s'agisse de collecte, mais également d'arbitrage des fonds euros ou supports monétaires vers les unités de compte, compte tenu des circonstances actuelles et donc des opportunités de marché que nos partenaires rencontrent. Si on fait un petit focus de manière plus particulière sur Intentiel Patrimoine, slide suivante s'il vous plaît, on s'aperçoit que Intentiel Patrimoine est une marque du groupe Apicil et c'est la marque via laquelle le groupe diffuse l'ensemble de ces solutions d'épargne, donc solutions que nous retrouvons auprès de plusieurs entités juridiques, à savoir Apicil Life, on fera un focus sur Luxembourg, Apicil Épargne, qui est la compagnie d'assurance vie historique du groupe Apicil, Apicil Mutuel via le PERP, et on en parlera tout à l'heure de la raison pour laquelle je vais insister sur ce point, et également Gresham Bank via le compte titre personne physique, personne morale avec des solutions PEA, PEA, PME. Slide suivante, s'il vous plaît, pour les focus. Je vais m'arrêter sur le Apicil Life, la compagnie. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les circonstances actuelles, on s'aperçoit que beaucoup d'épargnants recherchent la sécurité via le Luxembourg, donc la protection de leur épargne. Et donc, on retrouve via Apicil Life une compagnie qui distribue via sa succursale en France des contrats de droit français avec la supervision luxembourgeoise qui permet, en plusieurs points, de bénéficier du super privilège, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une sécurité exceptionnelle. Le créancier, en cas de faillite de la compagnie, est au premier rang des créanciers versus tous les autres qui suivent. Le triangle de sécurité, donc c'est un triangle qui se fait entre le commissariat aux assurances, le dépositaire des comptes des assurés et de l'assureur, et également de l'assureur lui-même. On est sur des actifs cantonnés, à savoir que les avoirs des assurés et de l'assureur sont séparés. Et également, via le commissariat Luxembourg, nous avons un contrôle très strict puisque nous devons très régulièrement rendre des comptes sur notre solvabilité, mais également sur des marges que nous dégageons en termes de marge technique et autres types de marges. Enfin, la loi Sapin 2 ne s'applique pas, puisque nous sommes directement à Luxembourg, elle ne s'applique pas ni sur les unités de compte, ni sur un des fonds en euros proposés dans ces contrats. Donc, pas de plafond sur les dépôts de garantie versus 70 000 si on regarde les contrats français, 70 000 euros. La notation Apicil Life via sa maison mère est du AAA, qui est la notation maximale qui est accordée par Standard & Poor's. Donc là, on répond à la recherche des particuliers sur la protection de leur épargne et donc des contrats d'assurance vie de CAPI, personne physique, personne morale. On peut passer 2 slides après, puisque j'ai fait un focus ensuite sur le triangle de sécurité que je viens d'évoquer. J'ai voulu faire le focus sur 2 produits. Le premier qui est distribué par la compagnie d'assurance vie Apicil Life, 100% Apicil, donc toujours dans le cadre de la supervision luxembourgeoise, qui est Intentiel Gestion Privée 2. Plusieurs points importants. Le premier, les arbitrages programmés sont facturés à l'acte. Qu'est-ce qu'un arbitrage programmé? Ce sont par exemple les stop-loss. Nous avons nombre de clients qui étaient assez sécurisés sur leurs actifs du fait de la chute des marchés depuis la fin du mois de février qui a creusé jusqu'à mi-mars. Et en l'occurrence, les clients qui avaient mis en place des stop-loss ont eu leur épargne sécurisée à -5 ou à -10%. Et cette option n'est facturée que si elle se déclenche. Donc, elle est gratuite, sauf déclenchement facturé. Ensuite, nous avons accès à un large support, un panel d'investissement avec des unités de compte classiques, des fonds immobiliers, également déstructurés au primaire et au secondaire, et également 3 fonds en euros, dont un directement assuré à Luxembourg. Des modes de gestion divers et variés, de la gestion libre, de la gestion smart, ce sont des fonds CleanShare. De la gestion déléguée, c'est lorsque le mandat est confié au conseiller pour gérer le contrat de son client. De la gestion pilotée, c'est lorsque le mandat est confié à un asset manager pour gérer le contrat du client. De la gestion dédiée, c'est lorsque le contrat a une gestion qui est personnalisée, directement confiée à une société de gestion, mais dans lequel on est sur une gestion vraiment dédiée au client en tant que tel. Et enfin, très prochainement, l'intégration d'une unité de compte monétaire CleanShare. Pourquoi? Parce qu'on a limité l'investissement sur les fonds en euros et donc pour permettre aux clients d'attendre un bon moment pour investir, on a mis en place cette unité de compte monétaire faiblement chargée.
Et également un 6e mode de gestion qu'on intégrera tout prochainement qui s'appelle le multipoche et qui permettra de mixer de la gestion libre, par exemple, avec de la gestion pilotée. L'autre point que je voulais faire sur le contrat, c'est Intentiel Libéralis Retraite. Donc, je vous en ai parlé, c'est un contrat avec lequel nous avons rencontré beaucoup de succès, sur lequel on propose beaucoup d'unités de compte, dont des unités de compte immobilières, mais également du private equity. Donc, on va avoir une présentation tout à l'heure de Paul-Édouard à ce sujet. 2 fonds en euros, qui sont différents de ceux qui sont proposés chez Apicil Life, puisque directement assurés par Apicil Épargne. Des modes de gestion qui sont équivalents au sein des 2 compagnies, à cela près qu'on propose en plus un mode de gestion propre à la retraite, c'est obligatoire, et des opportunités de transfert qu'il faut tenir compte. Donc, 2 exemples. Pour libérer les capitaux d'un article 83, l'article 83 sort obligatoirement en rente. Si un article 83 est dormant, qu'on le fait passer par un PERP puis un PERIN, il est possible de libérer les capitaux et de faire une sortie en capital. Et enfin, si on opère sous certaines conditions un rachat au sein d'un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans et pour lequel le détenteur est à plus de 5 ans du départ à la retraite, il est possible de replacer des capitaux en ayant un double abattement sur les plus-values. Donc, on place de 4 600, 9 200 à 9 200, 18 400 €. Et les placements sont déductibles dans le cadre du PERIN. Donc, ça, c'est vraiment les points importants. Je vais finir avec un autre sujet qui nous tient à cœur, le digital. Il faut savoir que chez Apicil Life et chez Apicil Épargne, nous avons des contrats qui sont quasiment full digital. Nous faisons beaucoup de propositions sur le développement. C'est vrai qu'il s'est accéléré avec le Covid parce que puisque tout ce qui était en attente a été livré en urgence, on a une équipe de 20 personnes. Il est possible de faire des souscriptions, des versements, des arbitrages, des rachats, des versements programmés, le prélèvement SEPA, de changer des modes de gestion, la reconnaissance automatique des pièces justificatives, donc énormément de points qui peuvent vous permettre de faciliter votre exercice de métier. Attends, parce que je suis sur un Zoom. Ah. J'ai terminé me concernant, je passe la main. J'ai tenu mes 10 minutes. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Emmanuela. S'il y a des questions, vous les envoyez vous postez quelque chose sur le site et puis on y répondra à la fin. Donc merci beaucoup Emmanuela. Je laisse tout de suite la parole à Amine Zeglash, donc responsable partenariat de Groupama Asset Management, qui va faire un flash sur ce produit Groupama Avenir Euro, qui a déjà beaucoup d'encours, ce qu'on appelle en tiers distribution, et qui, depuis 1 an, Groupama Asset Management a décidé de séduire, de convaincre les conseillers en gestion de patrimoine, d'où ce webinaire. Amine, Groupama Avenir Euro, s'il te plaît, comment il s'est comporté sur l'exercice 2020, et puis bien sûr le track record de ce produit. Merci, bonjour à tous. Donc Amine Zeglash, je suis responsable de la distribution chez Groupama AM. Peut-être avant de commencer sur cette slide, 2 petits rappels sur Groupama Asset Management. Donc nous sommes la société de gestion filiale de l'assureur Groupama. On gère aujourd'hui une centaine de milliards d'euros d'encours, dont plus de 25 milliards sur des clients externes, c'est-à-dire banquiers privés, family office, conseillers indépendants. Et les 3 pôles d'expertise qui vont vous intéresser chez nous vont être prioritairement la gestion action, dont les petites et moyennes capitalisations, dont je vais parler plus en détail, et puis la gestion obligataire Absolute Return, et enfin la gestion thématique et ISR. Ce que je vous propose de faire sur ces 10 minutes, j'ai le plaisir d'abord de faire un panorama sur le marché des actions, et puis ensuite de vous parler de comment on aborde la gestion des petites et moyennes capitalisations, et de répondre aux 2 questions que Yves vient de soulever, le comportement d'Avenir Euro dans la phase actuelle, et puis les perspectives et le positionnement du fonds. Donc ici, vous avez les pertes maximales. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en perspective le choc qu'on a connu sur le marché action lors du Covid par rapport aux crises historiques. Donc on a les actions américaines depuis 1800 sur les 27 dernières crises boursières. Et puis on a classé par typologie de crise. Donc vous avez les crises majeures et structurelles. Typiquement, ça va être la crise de 2008, le dégonflement de la bulle techno en 2000. Vous allez avoir des événements plus exogènes. Ça peut être par exemple les attaques terroristes de 2001 aux États-Unis ou encore la grippe espagnole.
et puis des crises cycliques, on va dire, plus traditionnelles. Ça peut être le choc pétrolier ou des cycles de resserrement des taux. Et ensuite, vous avez la moyenne de la baisse. Donc, on voit que la perte maximale de 32% sur les actions américaines sur le Covid est à peu près dans la moyenne historique des crises cycliques et des événements exogènes qu'on peut avoir. Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'on a des périodes de recouvrement sur le graphique de droite, exprimé en nombre de mois pour retrouver le point haut, le pic qui a été atteint sur les actions avant la baisse, qui est en général très progressif. Donc, on va avoir une période sur les actions qui va rester volatile, qui va générer aussi des opportunités, mais qui va être assez durable. Nous, sur le scénario économique, il est très clair qu'aujourd'hui, il est difficilement envisageable d'avoir un retour à la croissance en V, c'est-à-dire qu'on va avoir les ménages qui vont favoriser la reconstitution de leur épargne, et puis les entreprises qui vont retarder aussi, reporter leur cycle d'investissement. On le voit d'ailleurs avec la collecte sur le livret A, qui est très forte depuis un mois, qui atteint des records en termes de collecte. Donc ça, c'est un petit peu pour les mauvaises nouvelles. En revanche, il y a deux bonnes nouvelles qu'on peut retenir sur le marché action. Le premier, c'est que les réponses de politique économique sont massives, rapides et articulées. Vous avez vu que tous les États et toutes les entités de banques centrales ont réagi très vite et permettent quand même de réduire le risque de liquidité et, on va dire, d'assèchement des canaux de financement de l'économie. Et la deuxième bonne nouvelle également, c'est qu'en général, le marché action va baisser très vite. Et comme c'est un marché qui anticipe l'économie et les croissances bénéficiaires, c'est également un marché qui va rebondir avant même que l'économie rebondisse. On peut passer sur la slide suivante. Alors, second élément notable dans le panorama qu'on a sur les actions, ici, vous avez deux indices, donc le MSCI EMU Small Cap, qui est un indice de petite capitalisation en zone euro. Donc, c'est 450 sociétés qui ont une capitalisation boursière en moyenne de 800 millions d'euros contre l'Eurostock 50, donc 50 large cap. C'est vrai qu'habituellement, dans la mesure où les petites capitalisations mécaniquement surperforment les grandes capitalisations sur la durée, on aurait pu s'attendre à ce que les petites capitalisations baissent plus que les grandes capitalisations. Or, dans le choc qu'on connaît, vous avez ici les performances depuis le début de l'année, ce n'est pas le cas. Ça s'explique principalement par deux facteurs. Le premier facteur, c'est que contrairement à 2017 et 2018, en moyenne, les investisseurs n'étaient pas surexposés aux petites capitalisations. Et donc, les pressions vendeuses sur la classe d'actifs n'ont pas été aussi fortes qu'en 2018, où on avait une grande surexposition au small cap. Et donc, en fin d'année 2018, les petites et moyennes capitalisations avaient baissé beaucoup plus que les grandes capitalisations. Ça, c'est le premier enseignement. Le second, il est très intéressant également, je pense, pour vous dans ce panorama. C'est dû à la différence sectorielle des indices. En effet, si vous prenez les indices de grande capitalisation, vous allez avoir une surreprésentation des secteurs qui souffrent le plus dans cette crise liée au confinement et au Covid, puisque vous avez une surreprésentation notamment des financières, avec les banques en tête, de l'aéronautique civile qui est complètement à l'arrêt, ou encore de l'énergie. Donc ça, c'était pour les disparités entre taille de capitalisation et entre secteurs. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir sur ce panorama action qu'évidemment, dans la phase actuelle, l'autre enseignement, c'est qu'on a une dispersion considérable entre les valeurs. Ce que j'ai mis sur ce graphique, ce sont des performances boursières sur un an, arrêtées au 24 avril, avec le CAC 40 qui est à moins 21, et ensuite vous avez aux deux extrémités ceux qui ont eu une très mauvaise performance boursière et ceux qui ont eu, et les valeurs qui ont eu une très bonne performance boursière. On ne sera pas étonné de voir Airbus dans l'aéronautique et BNP dans le secteur bancaire tout en bas, à moins 44% pour BNP et quasi moins 60% pour Airbus sur la période de un an. Et de l'autre côté, on aurait pu mettre des valeurs également dans le digital, dans les services de plateforme à distance. J'ai choisi deux valeurs de la santé, Sanofi, que vous connaissez très bien, et puis CompuGroup, qui est une de nos convictions les plus importantes dans la santé, dans le fonds Groupama Avenir Euro. C'est une société familiale allemande qui a développé des logiciels à destination des cabinets médicaux
et des hôpitaux, et qui est notamment active dans la télétransmission et la prise de rendez-vous à distance. Et vous voyez que sur un an, il y a des dispersions extrêmement importantes. Airbus à moins 60, CompuGroup à plus 26 sur la période. Peut-être le deuxième enseignement sur cette slide, c'est également celui des valorisations, pour vous démontrer à quel point le niveau de valorisation des multiples n'est pas vraiment informatif sur la performance boursière. Si on prend BNP avant la crise était valorisé 8 fois ses bénéfices. Aujourd'hui, BNP, c'est 4 fois les bénéfices, donc en PER, alors qu'un Sanofi était valorisé 21 fois ses résultats avant la crise. Aujourd'hui, c'est quasiment 2 fois plus, puisque Sanofi se paye 41 fois les résultats. Et pour CompuGroup, c'est également similaire, puisqu'on était aux alentours de 25, 26 avant la crise. Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 35 fois les résultats. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur Groupama Avenir Euro, je vais faire un point plus précis sur la stratégie. Vous savez qu'on gère à peu près 3 milliards sur la classe d'actifs. Groupama Avenir Euro étant le fer de lance de la gamme. On a 3 fonds ouverts et des mandats aussi qu'on gère pour des clients institutionnels, notamment des fonds de pension. Donc, le fonds a un historique de performance depuis le début des années 90. C'est un pionnier sur les petites et moyennes capitalisations, dans la mesure où on a centré le fonds depuis le début des années 2000 exclusivement sur les petites et moyennes capitalisations. Donc, c'est un fonds qui va investir sur des sociétés entre 1 à 10 milliards de capitalisation, dont l'indice est le MSCI EMU Small Cap, et que vous allez trouver disponible sur la quasi-totalité des contrats d'assurance vie français, de droit luxembourgeois également, et ensuite dans l'offre bancaire, PEA et compte titres. Et le fonds est géré désormais depuis 8 ans par Cyril Carrière, qui est passé par Rothschild et Barclays en tant qu'analyste financier et gérant sur les small et mid cap, et qui est assisté en binôme par Cyril Devancé, qui est un pur produit Groupama, qui a commencé à l'analyse financière chez nous, qui a rejoint la gestion depuis plusieurs années désormais. On peut passer à la slide suivante. Alors, sur les performances, ici, vous avez les performances du fonds sur long terme. Ce qu'on peut noter en termes de performance, c'est que sur chacune des années calendaires, le fonds a surperformé son indice, que ce soit dans des années de forte hausse comme 2015 ou 2019. En 2015, le fonds a fait plus de 43%, en 2019, 37%, mais la surperformance est également significative dans des années plus compliquées, comme 2018 ou comme 2020. On peut passer à la slide suivante. Alors, depuis le début de l'année, le fonds s'est bien tenu en absolu et en relatif. Vous voyez que sur la valeur liquidative du 24 avril, Groupama Avenir Euro est à moins 9,5 de performance contre un indice à moins 23, donc ça fait 13,5 de surperformance nette. On voit sur le tableau à droite, au milieu de cette slide, que la performance annualisée pour un investisseur qui est rentré il y a 5 ans ou 3 ans est encore positive, ce qui n'est pas forcément le cas pour les fonds de la catégorie Small et Mid Cap Zone Euro. Et ensuite, le fonds est premier de sa catégorie sur 3, 5, 8 et 10 ans. J'en ai fini sur la performance. Maintenant, je vais vous faire un point sur le positionnement du fonds. Alors, je vous rappelle de manière très succincte les principes de gestion chez Groupama sur les small et mid cap. Ce qu'on essaye de faire dans ce fonds, c'est de s'extraire des facteurs qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'est pas capable de comprendre et de modéliser. Donc, le premier facteur qu'on ne peut pas maîtriser, c'est celui de la volatilité. Et la manière dont on peut le gérer, nous, c'est qu'on a un horizon d'investissement qui est très patrimonial, qui est très long. C'est-à-dire qu'on va choisir des sociétés pour les accompagner. On va choisir celles qui sont en mesure de changer drastiquement d'envergure et cibler vraiment les sociétés de qualité qui ont une croissance supérieure au marché. Donc, globalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va accompagner les sociétés parfois sur 3, 4, 5, voire 6 ou 7 années, et on va s'extraire des mouvements de volatilité de court terme. Le deuxième facteur qu'on ne peut pas contrôler sur la gestion action, ce sont les sociétés dont la croissance bénéficiaire est tributaire de facteurs exogènes. Typiquement, ça peut être le niveau des taux d'intérêt ou bien encore le niveau des prix des matières premières. Donc, on va avoir peu de représentation dans le fonds
sur des sociétés dans le secteur financier ou dans le secteur de l'énergie. Et enfin, vous allez retrouver un portefeuille qui va avoir plutôt concentré, 40 à 50 valeurs, et avec une rotation très faible, puisqu'on va vraiment porter les valeurs dans le temps pour laisser les dirigeants générer de la croissance bénéficiaire et réinvestir tout ça à l'intérieur de l'entreprise en termes de capital humain pour maintenir, on va dire, un leadership technologique ou de service. Sur la slide suivante, vous allez avoir le portefeuille aujourd'hui. Donc, si on regarde le portefeuille, vous retrouvez principalement 3 typologies de valeurs. La première typologie, ça va être la technologie médicale. Vous savez qu'en Europe, on a un savoir-faire très pointu dans ce domaine. Vous allez retrouver des valeurs dans le top 10 comme Carl Zeiss Meditech, qui est en charge de la chirurgie non invasive du cerveau et la chirurgie ophtalmique. Vous allez retrouver Eurofins Scientifique, qui est notamment en charge de déployer des tests sur le Covid. Donc ça, c'est des valeurs qui ont très, très bien tenu dans la période actuelle. Vous allez trouver une deuxième catégorie, une deuxième thématique en portefeuille qui est celui de la digitalisation et la numérisation de l'économie. Donc là, ça peut être des valeurs qu'on va retrouver dans des secteurs très diversifiés avec des modèles économiques assez différents. Typiquement, vous voyez la 4e position, Nemetschek. Il faut savoir que dans le secteur de la construction, il y avait un retard assez important en matière de digital. Nemetschek fait des logiciels qui permettent de modéliser et d'organiser des grands chantiers de construction, le tout à distance et totalement numérisé. Vous allez trouver aussi Téléperformance dans ce domaine-là. Et ensuite, 3e catégorie dans le fonds, c'est ce qu'on appelle l'industrie, 23% du fonds. En fait, c'est plutôt de l'intelligence à destination de l'automatisation des chaînes logistiques et de production pour le e-commerce et l'industrie. Là, vous allez trouver Téléperformance, vous allez trouver IsraVision qui fait des caméras industrielles pour faire le contrôle qualité typiquement des écrans de smartphone, pour s'assurer que le smartphone soit bien assemblé et que l'écran soit parfaitement plat. C'est beaucoup plus précis de le faire avec des caméras assez pointues en termes de technologie. Donc voilà, pour conclure dans le portefeuille, peu de rotation. Donc vous avez un portefeuille qui est très semblable à ce qu'on avait en début d'année, mais en fait avec des niveaux de valorisation pour certaines des valeurs qui sont beaucoup plus faibles. Donc c'est plutôt dans l'industrie qu'on va trouver des valeurs qui ont du retard et qui ont une capacité de rebond assez forte, puisque les carnets de commandes ont été un peu grippés, mais vont repartir. Et dans la santé, le digital, la plateforme et tout ce qui se fait à distance, comme Ubisoft dans les jeux vidéo, la performance a été relativement au marché plutôt positive. Voilà, j'en ai fini de mon côté. Très bien, merci beaucoup, Amine. Il y avait une question, on la prendra à la fin. Je laisse tout de suite la parole à Constance Védy, donc autre classe d'actifs après les small et mid cap, l'immobilier, avec donc la présentation par Constance Védy de l'EPCI Swiss Life d'Inapierre, qui lui aussi évidemment est référencé dans toutes les bonnes compagnies d'assurance. Constance. Merci beaucoup Yves. Donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc je suis responsable commercial chez Swiss Life Asset Managers. Donc l'objet aujourd'hui, c'était d'évoquer l'OPCI Swiss Life d'Inapierre que vous connaissez bien, qui est un produit qu'on retrouve régulièrement dans votre portefeuille. Donc encore une fois, un grand merci pour votre confiance. Je vais démarrer par quelques mots sur la société de gestion, Swiss Life Asset Managers. Parce que finalement, le positionnement de la société de gestion va expliquer un petit peu la construction de nos portefeuilles. Donc, comme vous le voyez sur le slide, la société de gestion est une vraie société de gestion européenne. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Avec une couverture vraiment complète sur cette partie européenne. Donc, on est bien sûr basé en France, mais également en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et au Royaume-Uni. L'idée, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une présence locale pour sourcer au mieux les actifs qu'on détient. Et en termes de gestion du risque, on pense que c'est plutôt bénéfique d'avoir cette couverture en Europe. En termes d'encours, on fait partie sur la partie immobilière d'une des principales sociétés de gestion aujourd'hui en Europe, avec 90 milliards en termes d'investissement.
Donc, on est un acteur quand même conséquent. Donc, pour nous, c'est aussi rassurant dans des périodes de marché un petit peu plus chahutées. Vous avez 1400 personnes déployées sur tous les métiers, hein, de la gestion, de l'investissement, tout ce qu'on appelle property management, donc la gestion locative, la gestion des travaux. Donc, vraiment un groupe solide sur cette partie immobilière et qui explique pourquoi aujourd'hui on a une volonté d'ouvrir un petit peu les frontières sur la gestion de Dinapière, ce qu'on a fait depuis quelques années, et d'avoir un vrai portefeuille européen. Sur le profil de Dinapière, je veux bien qu'on avance sur la diapositive suivante. On a un positionnement un petit peu différent par rapport au marché des OPCI grand public, parce que depuis la création de Dinapière en 2011, donc déjà on a un historique de performance assez conséquent, on a souhaité avoir un profil très pur, et vous le voyez sur cette diapositive. Donc, on a une exposition immobilière en moyenne entre 60 et 65% sur des actifs en direct. Et de l'autre côté, sur la partie financière, on a décidé d'être vraiment sous-exposé à la fois sur les foncières cotées et les OPCVM pour ne pas subir l'évolution notamment des marchés financiers. Et on se rend compte que lorsqu'on a des fortes baisses, notamment sur les foncières, donc les marchés actions, on a l'avantage d'avoir un comportement plutôt résilient et ça va être la première bonne nouvelle, on va dire, sur l'OPCI, sur la performance arrêtée au 15 avril. On a une performance légèrement positive. Donc encore une fois, Dinapière a su amortir de manière assez forte la baisse qu'on a connue sur les marchés financiers, tout en gardant un comportement assez stable. Et c'est ce que les clients finalement recherchent sur l'OPCI. Donc ça, c'est un profil pour nous qui est cohérent, quelles que soient les configurations de marché, parce que dans le temps, ça nous permettra d'avoir des performances stables. Et je pense que sur des produits immobiliers, c'est quelque chose que les clients recherchent. Vous avez deux moteurs de performance en fait sur un OPCI. Il y a bien sûr la partie loyer, mais également ce qu'on appelle la revalorisation du parc immobilier. Sur un OPCI grand public, vous avez une expertise trimestrielle, donc c'est des expertises plus régulières que sur une SCPI. Et de notre côté, finalement, cette partie expertise, depuis quelques années, c'est vraiment notre moteur de performance, parce que sur une performance historique entre 4 et 5%, finalement, ça représentait 3/4 de la performance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur ce marché de l'immobilier depuis notamment le confinement? C'est qu'on a un marché de l'investissement qui est à l'arrêt. Donc, il y a une problématique notamment pour nos experts indépendants, c'est de revaloriser le parc parce que les transactions ne sont pas effectuées sur le marché immobilier. Donc, on n'a plus de point de repère pour mettre en place une décote ou non sur les actifs qu'on détient. Donc, sur l'expertise de fin mars, la décision de la société de gestion, mais finalement, c'est plutôt une décision de place, quand vous regardez les principales sociétés de gestion immobilière, c'est de ne pas changer les valeurs d'expertise sur le premier trimestre. Donc, on va regarder la situation dans les prochains trimestres, savoir si le marché de l'immobilier va réouvrir donc dans les prochaines semaines, les transactions qui vont effectuer et surtout les prix qui vont être opérés sur ces transactions. Ce qui nous permettra d'avoir des indicateurs sur les potentiels impacts sur les valeurs d'expertise. On reste extrêmement prudent. Encore une fois, sur un marché de l'immobilier, il est compliqué de se projeter sur 6 mois. On essaye de réagir de manière cohérente et encore une fois, on vous tiendra informé sur l'évolution. Sur la partie loyer, donc comme j'expliquais sur Dinapière, le loyer qui va être versé donc, dans quelques semaines, ça représente les loyers qu'on a perçus en 2019. Donc sous forme de dividendes, vous avez une distribution de cette partie loyer. Donc le loyer qu'on va verser là dans les prochaines semaines, bien sûr, ne sera pas impacté par rapport à l'événement actuel qu'on connaît. Donc l'impact, ce sera un peu plus long, on va dire, et on pourra le quantifier sur un versement en 2021. Donc pas d'impact, on va dire, à court terme. Sur la partie loyer, sur tout ce qu'on a pu entendre, notamment sur les demandes de report et sur l'impact qu'on pourrait avoir, notamment sur des PME, des TPE. Un point aussi
important, c'est que notre positionnement, et c'est pour ça que je voulais rappeler un petit peu le positionnement de la société de gestion, le positionnement, c'est vraiment un portefeuille plutôt core. Donc aujourd'hui, et je veux bien qu'on avance sur la slide suivante, on a souhaité sur Dinapierre d'avoir des actifs donc principalement sur le secteur du bureau. Et aujourd'hui, le secteur le plus représenté, ça reste donc ce secteur du bureau qui représente 65%. Pourquoi? Parce que le secteur du bureau reste le secteur le plus profond, le secteur le plus liquide. Et encore une fois, le fait d'acquérir des actifs uniquement dans des grandes métropoles européennes, et ce qui est le cas, hein, si je prends le cas du marché français, on va être à Paris, à Lille et à Lyon, pour nous, c'est aussi une prudence et c'est un atout parce qu'encore une fois, quand les marchés vont baisser fortement, ce côté corps, et on l'a vu historiquement, c'est un positionnement qui permet peut-être d'amortir un peu plus les chocs qu'on peut avoir sur ces marchés de l'immobilier. Donc, sur le positionnement à la fois géographique et sectoriel, on reste quand même un petit peu confiant de manière relative par rapport à des actifs qui seraient dans des zones un peu plus éloignées, où oui, là, on pourrait subir, notamment sur les valeurs d'expertise, des mouvements un peu plus conséquents. Donc on garde ce positionnement, encore une fois, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a aussi? C'est qu'aujourd'hui, sur cette partie, je le mentionnais sur les loyers, notre équipe d'asset management travaille au quotidien avec nos locataires parce qu'encore une fois, c'est une vraie relation de confiance. Notre objectif, c'est de trouver les meilleures solutions à la fois pour nos locataires et à la fois pour les porteurs de parts de Dinapierre. Donc, on va étudier avec eux leur bilan, leur chiffre d'affaires, les projections des chiffres d'affaires qu'on pourrait avoir pour prendre les meilleures décisions. Pourquoi pas échelonner les mensualités, enfin les paiements de manière mensuelle, parce que historiquement, on a des paiements qui sont trimestriels. Éviter aussi toute demande plutôt opportuniste qu'on considérait pas forcément judicieuse en tout cas, et on va faire justement ce tri entre trouver la bonne solution et quand on pense que c'est vraiment nécessaire finalement de mettre en place des dispositifs spécifiques. Donc ça, c'est vraiment un travail, on va dire, compliqué, mais notre équipe d'asset management est très mobilisée pour justement trouver les meilleures solutions. Et aujourd'hui, voilà, tout se passe plutôt bien sur cette partie-là. Forcément, on va dire les deux secteurs qui pourraient être le plus impactés, c'est à la fois les hôtels et les commerces. Donc, pour rappel, c'était un objectif aussi de diversifier un petit peu le portefeuille, d'avoir une expertise sur commerce et hôtellerie. On a la chance sur le secteur de l'hôtellerie d'avoir comme principal locataire le groupe Accor. Donc, c'est quand même un très gros exploitant. C'est un groupe qui sera forcément beaucoup moins impacté en termes de trésorerie, en termes de chiffre d'affaires que des hôtels indépendants. Donc ça aussi, c'est un autre élément assez rassurant. Donc sur toute cette partie loyer, encore une fois, et comme sur les valeurs d'expertise, on essaye de gérer toute cette partie-là de manière progressive, en fonction aussi des annonces qu'on pourra avoir, en fonction des différents pays et des gouvernements, sur un possible déconfinement, une réouverture progressive aussi. Et encore une fois, la très haute saison pour ce secteur de l'hôtellerie n'a pas encore vraiment démarré. Donc, on reste vigilant et tout ça va être décidé en fonction des prochains mois. Sur les perspectives, et je veux bien qu'on avance sur la slide, qu'est-ce qu'on va effectuer et ce qu'on a un petit peu démarré, notamment sur la partie foncière cotée. Donc, j'ai expliqué, on est vraiment sous-exposé par rapport au marché. Donc aujourd'hui, on a 2,5% de foncière cotée et 2,5% d'OPCVM. La volonté de l'équipe de gestion, c'est de réinvestir un petit peu sur cette partie financière parce qu'on a eu des points d'entrée extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'on a des décotes sur les foncières cotées entre moins 40 et moins 50%. Donc, ce serait dommage de ne pas bénéficier de ces points d'entrée, mais en gardant toujours une très faible exposition par rapport aux autres EPCI grand public pour ne pas subir la volatilité ou d'autres baisses qu'on pourrait avoir sur cette partie-là. Donc ça va être un premier élément. Deuxième élément qui est aussi positif pour nous, c'est en termes d'investissement, on vient quand même de finaliser la signature d'un actif de bureau à Paris dans le 8e arrondissement.
Pour nous, c'est positif parce que, alors oui, c'était un dossier bien sûr qu'on avait étudié avant le début du confinement, mais grâce à la mobilisation des équipes et grâce à la signature électronique, on a pu quand même terminer cet investissement. Donc ça aussi, je pense, selon moi, la force de notre groupe et l'ensemble de ces équipes qui ont été mobilisées. Donc voilà ce que je voulais dire. On reste bien sûr à votre écoute si vous avez des questions et Voilà. on essaiera de vous informer bien sûr au fur et à mesure sur tous les éléments que j'ai mentionnés. Mais voilà, aujourd'hui, on reste vigilant et on essaye de vous apporter tous ces éléments. Merci beaucoup, Constance. Mais justement, avant de laisser la parole à Paul-Édouard, il y a une question qui nous est posée. La poche de liquidité, donc de 43%, elle Ouais. est donc très, 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 très peu investie en foncière cotée. Ouais. Donc, elle investit en quoi? Je Elle crois que est, vous pouvez c'est déposer ça chez Swiss Life Bank, je crois. Ouais, c'est exactement. Aujourd'hui, dans le groupe Swiss Life, on a la chance d'avoir bien sûr l'assureur, la société de gestion, mais également une banque privée. Et aujourd'hui, donc c'est un compte espèce qui est déposé chez Swiss Life Banque Privée avec des conditions de dépôt qui sont très favorables. Donc on en profite tant que c'est le cas. D'accord. Et un peu plus une autre question sur l'éventuel enfin pas l'éventuel, le probable impact, même si tu as en partie répondu, impact sur les dividendes de la crise. Quand est-ce que vous aurez une C'est visibilité un peu supérieure à... Alors, comme j'expliquais, le versement donc, des loyers de 2020 sera versé en 2021. Aujourd'hui, encore une fois, ce qui a été annoncé, c'est des reports, c'est pas des impayés. Donc, c'est très difficile de quantifier un impact voilà, sur cette partie loyer. On espère gérer au mieux cet événement de crise avec nos locataires pour limiter au maximum l'impact. Et il faut aussi avoir en tête que quand le marché de l'investissement va réouvrir, on anticipe aussi des prix d'acquisition peut-être un peu plus favorables par rapport à ce qui était traité en début d'année. Donc ça aussi, ça peut apporter des éléments positifs en termes de performance, à la fois ce réinvestissement sur les foncières cotées et des prix d'acquisition peut-être plus intéressants. D'accord. Merci beaucoup. Il y a aussi une question, Amine, on y répondra tout à l'heure, pour Groupama Avenir Euro, sur quid des valeurs bancaires et des valeurs pétrolières. Donc, laisse tout de suite la parole à Paul-Édouard Falck pour nous présenter Next Stage AM et sa politique d'investissement. Paul-Édouard, à toi. Alors, bonjour à tous, j'espère tout d'abord que vous allez tous bien durant cette période de confinement. Le but de l'exercice, c'est que je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on fait chez NextStageM et je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe actuellement sur notre activité sur le non coté et un petit point également sur nos fonds en cours de commercialisation. Alors, tout d'abord, pour commencer, alors un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, NextStageM, on existe depuis 2002, cofondé par Grégoire Santil et Jean Davidas. Et pour faire simple, on est le spécialiste de l'investissement dans les entreprises de taille moyenne, donc des sociétés qui font entre 5 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, on va intervenir donc, dans ces sociétés qui sont déjà rentables, qui vont avoir besoin en fait de fonds pour mener un projet de croissance sur plusieurs années. Donc ça peut être le rachat d'un concurrent, ça peut être le développement à l'international, ça peut être également le renforcement des équipes, financement d'une innovation. Donc nous, on va les accompagner dans ce sens. On est multisectoriel, on finance aussi bien des constructeurs de bateaux, la sécurité incendie, des logiciels, des plateformes de financement. On va financer effectivement des sociétés de manière très diverse. Il y a quelques étapes clés quand même dans le développement de NextStageM que je souhaitais souligner. C'est que depuis l'origine, on a eu une première étape clé en 2008 avec l'arrivée à notre capital et dans notre fonds institutionnel d'Artemis, qui est la holding de François Pinault, et qui nous a vraiment permis de nous structurer en tant que société de gestion. Et surtout, c'est l'arrivée en 2008 du groupe Artemis, c'est le moment où on a constitué en fait l'équipe d'investissement qui existe actuellement. Autre acteur majeur qui nous a rejoint en 2012, qui est le groupe Amundi, qui nous a également rejoint au capital de la société et également au sein de nos fonds institutionnels. Et ça, c'est vraiment le point qui est clé chez nous et qui fait, je pense, notre différence dans les acteurs du capital investissement.
c'est qu'on fait partie des rares acteurs aujourd'hui à avoir une holding d'investissement, donc non pas un fonds, mais une holding qui a 99 ans de durée de vie et qui a pour objectif effectivement d'investir dans des sociétés non cotées sur du très long terme. Et cette société est aujourd'hui cotée en bourse depuis 2016. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, parce que comme je pense que vous allez avoir des questions sur un petit peu l'état de notre portefeuille aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, NextEdgem, société de gestion qui reste indépendante, détenue par les 4 associés gérants. Et on a 31 personnes aujourd'hui au sein de NextEdgem, dont la moitié dédiée à l'investissement. Et ça a son importance parce que, comme vous pouvez vous en douter, la valeur de la société, c'est clairement les équipes. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ont tout leur sens dans l'accompagnement justement de nos sociétés. Alors, par rapport à ce qui se passe sur la crise sanitaire, hein, je pense que comme tout le monde, on ne s'y attendait pas. Mais ça a nécessité effectivement une réaction très rapide de notre part et des acteurs PME. Pour faire simple, hein, je pense que c'est très concret pour tout le monde. Hein. Donc nous, on investit, donc, par exemple, si je prends le portefeuille de NextEdge, la société holding, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a des reins qui sont quand même solides, mais comme vous pouvez imaginer, vous allez avoir des sujets de revenus, on va voir, il y a des situations qui sont assez différentes. Et donc, du coup, il y a des mesures à prendre très rapidement. Alors, déjà, point de base, hein, tout ce qui est protection, effectivement, des collaborateurs des sociétés en portefeuille. Donc ça, effectivement, on a eu une pratique, effectivement, sur le portefeuille assez standard pour sécuriser, effectivement, le personnel. Sécuriser en fait le court, le moyen terme, donc tout ce qui est trésorerie, tout ce qui était recrutement en cours, tout ce qui était effectivement besoin de financement. Il y a effectivement un travail très fort qui a dû être mené pour regarder effectivement comment en fait on peut passer cette période de turbulence pour les sociétés. On a mis en place ce qu'on appelle une War Room sur LinkedIn, où on a effectivement toutes les informations à disposition des entrepreneurs pour justement avoir toutes les mesures de trésorerie possibles. Construction de scénarios dégradés. Hein. Donc, nous, on a vraiment demandé à nos entreprises de faire effectivement des crash tests pour regarder effectivement jusqu'à voilà, une réouverture fin septembre pour regarder effectivement comment elles peuvent tenir. Donc, pour qu'on regarde celles qui vont avoir des difficultés et les opportunités éventuelles, parce que je vais vous en parler effectivement, il y en aura sur la suite pour justement anticipation de la sortie de crise. Alors, sur le portefeuille, en gros, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a trois grands cas en fait des sociétés. Vous avez trois grands risques. Vous avez le risque de trésorerie, donc des sociétés effectivement qui ont des charges et qui vont avoir besoin de pouvoir financer tout simplement leurs charges. Vous avez le risque lié au confinement, donc tout simplement un arrêt de la production, des ventes qui diminuent. Et vous avez également, point qui est important, parce que comme vous l'avez remarqué, on est dans un monde très mondialisé aujourd'hui, vous avez tout ce qui est rupture de la chaîne logistique. Donc c'est pouvoir avoir un outil ou un bien qui vient à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est également un risque qui est important. Donc on a essayé effectivement de quantifier toutes les sociétés qui peuvent avoir potentiellement ce risque. L'autre point qui est également important, c'est qu'on a 3 cas également de situation d'entreprise. Vous avez celles qui ont un arrêt total de l'activité, donc celles qui sont grand public. Hein, je vais vous donner un exemple très concret, hein, l'entreprise Arcos, qui est le numéro 1 des murs d'escalade urbains, donc les personnes qui vont participer pendant une petite demi-heure à une session d'escalade, aujourd'hui elles ne peuvent plus le faire. Donc là, c'est un arrêt brutal de l'activité. Vous avez l'activité partielle, par exemple des sociétés qui ont potentiellement des boutiques en physique, mais qui peuvent continuer à faire de la livraison. Donc là, vous avez encore un semblant d'activité. Et puis, vous avez également le troisième cas, vous avez une activité qui est tout à fait normale, c'est-à-dire des sociétés qui étaient déjà très digitalisées, qui avaient déjà effectivement des clients qui ont l'habitude effectivement de consommer sur du 100% digital. C'est des sociétés qui peuvent être qui sont assez peu impactées aujourd'hui. Donc on a effectivement ces 3 types de situations. Et troisième point, ça c'est quand même le point qui est important, c'est qu'on a 80% des effectifs qui sont en France. Et il y a beaucoup de critiques actuellement sur le gouvernement, mais il y a quand même des mesures, il faut le noter, qui sont
qui sont à la hauteur notamment sur tout ce qui est chômage partiel, tout ce qui est effectivement délai de paiement, remise d'impôts, et aussi tout ce qui est effectivement le prêt, le fameux prêt garanti par l'État. On a beaucoup de nos entreprises qui l'ont déjà reçu, et ça qui donne effectivement un petit peu d'air aux entreprises. Donc ça, du coup, nos sociétés pourront en bénéficier. Donc là, vous avez le portefeuille de NextStage, donc notre holding d'investissement à côté. Donc comme vous pouvez le voir, alors je vais malheureusement pas vous faire un détail société par société. Déjà, par manque de temps, et déjà deux, d'un point de vue information sur les sociétés, il faut qu'on fasse assez attention, sachant qu'on va faire des revalorisations au 31 mars, donc du coup, il faut faire attention. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, on a un portefeuille qui est extrêmement diversifié. Donc comme vous pouvez le voir, Arcos, je vous en ai parlé, donc là, vous avez par exemple un arrêt brutal de l'activité. Quand vous avez Corp Academy, qui est une société dans tout ce qui est MOOC, donc formation en ligne. Donc là, je peux vous dire qu'ils ont même eu une accélération de leur activité actuellement. Donc du coup, nous, notre analyse dans tout ça, c'est que ces sociétés qui nous ont, en tant qu'acteurs du capital investissement, déjà peuvent être appuyées d'un point de vue accompagnement humain et financier sur du long terme. Donc en gros, elles ne seront pas toutes seules durant la période actuelle et surtout l'après-Covid. Et surtout, le point qui est important, c'est que nous, le but, il est très simple, c'est de pouvoir aider les sociétés à passer le mieux possible la crise, et puis après, de pouvoir bénéficier du rebond pour pouvoir potentiellement bénéficier des opportunités, comme notamment le rachat de confrères qui seraient un peu plus fragilisés, qui, eux, n'auraient pas été accompagnés. Donc clairement, en fait, notre métier aujourd'hui, il a un rôle essentiel pour le tissu économique, parce qu'on va pouvoir effectivement aider ces sociétés à mieux passer la crise actuelle. Alors, sur nos solutions en cours de commercialisation, donc je vais vous présenter 3 fonds de manière très rapide. Donc NextStage Croissance, qui est notre UC spécialisé dans le capital investissement. On a un FPCI également qui est en cours de commercialisation éligible au 0 BTR, et également un FCPR. Alors, NextStage Croissance, déjà, c'est le premier véhicule qui est éligible chez de nombreux assureurs, dont Apicil, dont AXA, AGEAS, Spiraea et très prochainement chez Swiss Life. Le principe de NextStage Croissance, en fait, il est très simple. Il investit près de 90% des montants collectés dans justement notre fameuse holding d'investissement, donc le portefeuille que je vous ai présenté. Donc, ça permet tout simplement, en fait, à un investisseur de pouvoir loger notre holding d'investissement au sein de son contrat assurance vie, avec une logique long terme, et c'est une grosse force, malgré le fait qu'on soit sur une activité normalement qui est assez liquide, la possibilité d'avoir un UC qui soit très liquide, tourné vers des PME. Donc comme je le disais, 19 investissements en portefeuille, un chiffre d'affaires moyen autour de 68 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc vraiment pouvoir rentrer sur un portefeuille qui est déjà constitué, et vraiment sur une logique de très long terme. Donc ça, c'est vraiment un bel UC très différenciant par rapport effectivement à ce qu'on peut avoir en UC traditionnel, parce qu'il permet effectivement de pouvoir investir directement dans l'économie réelle. Et clairement, je pense que vous l'avez tous compris, nos sociétés françaises vont avoir effectivement besoin de financement, non seulement en crédit, ce qui est le cas actuellement avec les prêts garantis, mais en fonds propres, ce qui va être notre cas effectivement sur cet UC. Donc là, en fait, c'est un véhicule, vous rentrez sur un portefeuille existant. Et après, vous allez avoir 2 autres cas, donc chez nous, donc le FPCI Capital Entrepreneur et le FCPR NextStage Rendement 2, où là, c'est des fonds qui sont en cours de levée et qui n'ont pas constitué de portefeuille. Pour faire simple, sur l'année 2020, on va lever 3 fonds majeurs. Donc un FPCI pour les institutionnels qui s'appelle le FPCI NextStage Champion 3. Un FPCI pour les 150 0 BTR qui est justement ce FPCI NextStage Capital Entrepreneur, et un FCPR pour une clientèle privée qui ne sont pas forcément 150 0 BTR, qui s'appelle le Rendement 2, qui vont co-investir sur une stratégie d'investir sur des entreprises de taille moyenne qui font entre 5 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et effectivement avec la stratégie de vraiment rechercher les sociétés qui ont déjà sont bien maintenus durant la crise actuelle et qui pourront bénéficier en fait clairement du rebond, comme je le disais, de pouvoir potentiellement se renforcer avec les opportunités de marché. Donc là, je ne vous cache pas, on a un succès assez fort, notamment sur la solution 150 0 BTR. Donc là, pour des entrepreneurs qui souhaitent remployer le produit de cession et pouvoir reporter leur fiscalité. Donc là, on a une collecte qui est assez forte depuis le début de l'année et même durant la période de confinement. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a la logique fiscale, et deuxièmement, effectivement, le fait de dire
à l'entrepreneur qu'on va pouvoir bénéficier d'une fenêtre d'investissement qui normalement devrait être assez prometteuse. Et également sur le FCPR Next Stage Rendement 2 qui peut se souscrire en compte titre, en PEA-PME et également en assurance vie chez AXA, qui va effectivement également dans cette logique de co-investissement et également avec une petite particularité sur ce fonds, c'est que vous allez avoir 50% en actions et 50% en poche de rendement, donc tout ce qui est obligations convertibles, actions de préférence, ce qui permet d'avoir effectivement un couple performance-risque assez équilibré. Peut-être en termes de performance sur la logique fonds, pour vous donner un ordre d'idée sur le dernier FPC qu'on avait lancé justement post-crise, on avait fait une performance nette de 8,2% de TRI annuel pour nos investisseurs. Et sur le dernier FCPR qu'on avait lancé, on a une performance aujourd'hui de plus 44% sur 7 ans. Donc, c'est des fonds qui, du fait de leur co-investissement et de leur période d'investissement, devraient, alors on n'a jamais de boule de cristal, mais qui devraient quand même investir sur une période assez favorable. Donc, voilà un petit peu sur nos investissements. Et je souhaitais terminer sur une petite note. Alors, ironie du sort, en chinois, le mot danger s'écrit de la même manière pour danger et opportunité. Et je pense que c'est clairement, la signification de la période. On vit une période qui est très difficile, inédite pour nos sociétés, comme vous l'avez pu le voir pour la plupart des classes d'actifs. Néanmoins, c'est une belle période également pour saisir des opportunités et on peut ressortir renforcé effectivement de la crise actuelle. Je pense que c'est clairement le message qu'il faut avoir. Il faut clairement rester positif. En tout cas, c'est ma philosophie. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Paul-Édouard. Avant de repasser la parole sur la question à Groupama Asset Management, on a une question là pour toi. Y a-t-il un timing pour investir sur le non-coté, sur le holding NextEdge, et est-ce qu'il y a une corrélation selon NextEdge entre les produits de capital investissement et les marchés financiers? Alors, le timing sur la holding d'investissement, donc c'est ouvert depuis 2016. Nous, ce qu'on dit, c'est un beau véhicule pour investir progressivement. Donc là, nous, on a passé une phase assez importante de construction du portefeuille, donc les 19 sociétés existantes. Il va y avoir effectivement une petite période de turbulence, là, la période qu'on est en train de vivre actuellement. Mais après, c'est un portefeuille qui est déjà constitué et qui pourra du coup potentiellement se ressaisir au moment du rebond. Donc, si vous voulez, moi, mon conseil sur cette holding, en gros, c'est de pouvoir investir très progressivement sur ce portefeuille. Encore une fois, moi, je pense que je suis convaincu que c'est une chance de pouvoir avoir un véhicule de capital investissement où on a un peu de visibilité sur le portefeuille. Donc, clairement, investir très progressivement sur CQC, ce sera en fait toujours mon conseil sur les 96 prochaines années. Sur les fonds, là, clairement, c'est des fonds qui sont ouverts sur 2020. Moi, je recommande effectivement de pouvoir se positionner sur ces stratégies parce que là, on va pouvoir effectivement créer un portefeuille que j'appellerais durant la crise et post-crise. Donc, ça également, c'est en général des périodes qui sont assez favorables. Et tu avais une autre question, je crois, Yves, j'ai oublié. La corrélation avec les marchés financiers. Alors, la corrélation, ça, on l'a vu durant la crise de 2008. Vous avez toujours une corrélation sur les PME parce qu'en fait, c'est l'économie réelle. Et là, actuellement, ce qui se passe, alors sans plus, ça ne vient pas d'une crise financière, la baisse des marchés, mais d'une crise économique. Donc, en gros, si l'économie va moins bien, forcément, vous avez les grosses et les moyennes capitalisations cotées qui vont souffrir, mais les PME également vont souffrir. Mais au même titre, en gros, que toutes les classes d'actifs, c'est aussi le moment où on va pouvoir saisir les opportunités. Nous, ce qu'on voit en revanche, et ça, c'est vraiment, je pense, une force de notre métier, le capital investissement, c'est que les fonds, quand ils ont le long terme, on a toujours la possibilité de pouvoir, investir sur des opportunités intéressantes et qui pourront se consolider grâce à la force apportée par le fonds. Et deux, même sur les sociétés qui sont en portefeuille, et ça, c'est le cas par exemple pour la holding, on a le long terme. C'est-à-dire que demain, Arcos, ils sont fermés, mais nous, on est convaincus que quand ça va reprendre, les gens, ils auront envie de l'escalade, peut-être qu'ils auront encore plus envie de vivre, et donc du coup, pouvoir bénéficier du rebond, et nous, on n'est pas en fait pressé de revendre la participation, donc le long terme, c'est clairement la force sur notre métier. Donc oui, il y aura une corrélation de toute façon, que ce soit sur les grosses, petites, moyennes capitalisations, sur le non-coté. Je pense aussi, on s'en a un peu parlé sur l'immobilier également à un moment donné, donc de toute façon, on est sur du corrélé.
Ça, c'est forcément sur toutes les activités, surtout sur la crise qu'on vit. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, Amine, pour Groupama Asset Management, quelle est votre position sur la valeur des bancaires et des pétrolières à l'heure où on parle? Oui, alors je crois que la question portait sur le timing. Est-ce que c'est opportun d'investir sur les pétrolières et les bancaires aujourd'hui? En fait, la réponse, elle est dissociée en fonction de l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que si on est sur une opportunité de court terme et qu'on suit un peu le acheter au son du canon, c'est vrai que ces valeurs sont au tapis aujourd'hui. Donc à court terme, on pourrait escompter un rebond plus fort des bancaires et des pétrolières, notamment si le prix des matières premières et du pétrole se redresse. Ensuite, la réponse va être beaucoup plus nuancée sur le long terme, c'est-à-dire que si on est sur l'horizon d'investissement d'un épargnant en actions, donc 5 années ou plus, on est beaucoup plus sceptique sur ces deux secteurs-là, et ce pour plusieurs raisons. La première, elle est relative au cycle économique. On sait que les valeurs qui sont au sein des secteurs value, en général, vont plutôt surperformer le marché dans des phases de cycle très matures, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une accélération de la croissance, on a les taux d'intérêt qui montent, qui se normalisent, et puis on a pas mal d'inflation dans l'économie. À ce moment-là, on va avoir cette typologie de valeurs financières, pétrolières, qui peuvent surperformer. Or, aujourd'hui, on est dans un creux de cycle, hein, donc on peut imaginer que les taux et les politiques monétaires vont rester très accommodantes. Et puis, par ailleurs, on sait que la transition économique qui porte sur le digital, le numérique, les sociétés qui sont aussi durables en matière environnementale vont plutôt attirer des flux d'investissement au cours des prochaines années. Il n'est pas dit que les flux se déversent de manière massive sur des secteurs un peu moins durables et de moins bonne qualité. Donc plutôt oui à court terme pour du tactique, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas sur les small et mid cap. Nous, on est vraiment sur un produit à détention longue qui ne fait pas de gestion tactique ou de trading. Vous allez plutôt trouver des pétrolières et des bancaires dans les large caps. Et puis à long terme, ça va toujours être quand même les petites et moyennes qui surperforment les large caps. Et puis voilà, le marché est inefficient et volatile à court terme, mais il est toujours efficient à long terme. Et donc les cours de bourse finalement s'ajustent à la hausse pour les valeurs qui ont la meilleure dynamique de croissance dans la durée. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Amine. Écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, très très bonne journée. Merci du temps que vous nous avez accordé. Et puis à très bientôt. Merci, bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Yves pour l'organisation. Merci beaucoup.